Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du deep learning qui se dit aussi apprentissage profond. Démarrons sans plus tarder notre introduction au deep learning. Les concepts clés. IA, machine learning et deep learning. Depuis quelques années, un nouveau lexique lié à l'émergence de l'intelligence artificielle dans notre société inonde les articles scientifiques. Et il est parfois difficile de comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on fait très souvent allusion aux technologies associées comme le machine learning ou deep learning. Deux termes extrêmement utilisés avec des applications toujours plus nombreuses, mais pas toujours bien définies. Pour commencer, revenons sur ces trois définitions essentielles. L'intelligence artificielle, c'est un champ de recherche qui regroupe l'ensemble des techniques et méthodes qui tendent à comprendre et à reproduire le fonctionnement d'un cerveau humain. Le machine learning, c'est un ensemble de techniques donnant la capacité aux machines d'apprendre automatiquement de règles à partir de données, contrairement à la programmation qui consiste en l'exécution de règles déterminées. Le deep learning ou apprentissage profond, c'est une technique de machine learning reposant sur un modèle de neurones. Des dizaines, voire de centaines de couches de neurones sont empilées pour apporter une plus grande complexité à l'établissement des règles. Ok. Le machine learning, apprentissage supervisé et non supervisé. Le machine learning est un ensemble de techniques donnant la capacité aux machines d'apprendre. Contrairement à la programmation qui consiste en l'exécution de règles déterminées, il existe deux principaux types d'apprentissage en machine learning. L'apprentissage supervisé et non supervisé. En apprentissage supervisé, l'algorithme est guidé, avec des connaissances préalables de ce qui devraient être les valeurs de sortie du modèle. Par exemple, le modèle ajuste ses paramètres de façon à diminuer l'écart entre les résultats obtenus et les résultats attendus. La marge d'erreur se réduit ainsi au fil des entraînements du modèle, afin d'être capable de l'appliquer à de nouveaux cas. En revanche, l'apprentissage non supervisé n'utilise pas de données étiquetées. Alors, il est impossible à l'algorithme de calculer de façon certaine un score de réussite. Son objectif est donc de déduire les regroupements présents dans nos données. Prenons l'exemple d'un jeu de données de fleurs. On cherche à les regrouper en classes. Ici, nous ne connaissons pas l'espèce de la plante, mais nous voulons essayer de les regrouper. Par exemple, si les formes des fleurs sont similaires, alors elles sont en rapport avec une même plante correspondante. Il existe deux principaux domaines de modèles dans l'apprentissage non supervisé pour retrouver les regroupements. Les méthodes par partitionnement, les algorithmes K-means. Les méthodes de regroupement hiérarchique, classification ascendante hiérarchique, CAH. Ok. Qu'est-ce que le deep learning? Le deep learning ou apprentissage profond est l'une des technologies principales du machine learning. Avec le deep learning, nous parlons d'algorithmes capables de mimer les actions du cerveau humain grâce à des réseaux de neurones artificiels. Les réseaux sont composés de dizaines voire de centaines de couches de neurones, chacune recevant et interprétant les informations de la couche précédente. Chaque neurone artificiel représenté dans l'image de- chaque neurone artificiel représenté dans l'image précédente par un rond peut être vu comme un modèle linéaire. En interconnectant les neurones sous forme de couches, nous transformons notre réseau de neurones en de- un modèle non linéaire très complexe. Par exemple, à gauche, il y a le modèle linéaire et à droite, il y a le modèle non linéaire. Pour illustrer le concept, prenons un problème de classification entre chien et chat à partir d'images. Lors de l'apprentissage, l'algorithme va ajuster le poids pour diminuer l'écart entre les résultats obtenus et les résultats attendus. Le modèle pourra apprendre à détecter les triangles dans une image puisque les chats ont des oreilles beaucoup plus triangulaires que les chiens. Les modèles de deep learning ont tendance à bien fonctionner avec une grande quantité de données, alors que les modèles d'apprentissage automatique plus classiques cessent de s'améliorer après un point de saturation. Euh, Au fil des années, avec l'émergence du big data et des composants informatiques de plus en plus puissants, les algorithmes de deep learning grandement en puissance et en données ont dépassé la plupart des autres méthodes. Ils semblent être prêts à résoudre des problèmes, reconnaître des visages, vaincre des joueurs de Go ou de poker, permettre à la conduite de voitures autonomes ou encore à la recherche de cellules cancéreuses. L'IA dans le monde professionnel.
presque toutes les industries sont affectées par l'IA. Le machine learning et le deep learning y jouent un grand rôle. Que vous soyez un professionnel de la santé ou un avocat, il est possible qu'un jour, un modèle hautement autonome vous assiste ou même vous remplace. Dans les métiers de la santé, il existe déjà des applications pour automatiquement diagnostiquer un patient. Les métiers de l'automobile sont bousculés avec l'arrivée de la conduite assistée. C'est aussi grâce au deep learning que le modèle AlphaGo de Google a réussi à battre les meilleurs champions de Go en 2016. Le moteur de recherche du géant américain est lui-même de plus en plus basé dans l'apprentissage par le deep learning plutôt que sur des règles écrites. Aujourd'hui, le deep learning est même capable de créer tout seul des tableaux de peintre. C'est ce qu'on appelle le styling transfer. Si ce sujet vous intéresse, je vais faire peut-être une vidéo qui sera consacrée à ce thème et qui va peut-être, oui, justement. Dans la suite, nous allons vous présenter les réseaux de neurones avec une approche inédite. J'espère que ça vous plaira. Deep Learning comme solution dans le e-commerce. Il est évident que le secteur du e-commerce électronique génère de grandes quantités de données. Pour les entreprises, les commerçants et les distributeurs sont conscients que les solutions de big data pour gérer leur opération rendront leur activité plus précieuse. Malgré l'irruption de toutes ces solutions innovantes, le big data peut représenter une bénédiction ou une malédiction, selon la façon dont il est utilisé et appliqué. La révolution de l'intelligence artificielle vise à faciliter la gestion de cette énorme quantité de données grâce à des technologies intelligentes comme le deep learning. Elle est essentielle car elle fournit des éléments pour une meilleure analyse de données. Dans un cas pratique, par l'IA permet à une boutique en ligne de proposer plus facilement des produits intéressants à ses clients, de mettre en évidence leurs préférences et de leur apporter une attention personnalisée. Pour ce faire, le deep learning automatise ce que l'on appelle l'analyse prédictive. Grâce à cette dernière, les clients peuvent recevoir des suggestions lors d'un achat. L'apprentissage profond définit un style lorsqu'il s'agit de faire du commerce électronique. En effet, il ne s'agit pas de créer des sites en ligne qui attirent de grandes proportions d'acheteurs. L'objectif est d'envoyer des messages clairs et individualisés à chacun d'eux. Le big data est soumis à une analyse approfondie grâce au deep learning, ce qui conduit à faciliter le processus d'achat des clients. Les algorithmes d'apprentissage en profondeur aident l'entreprise à obtenir une meilleure expérience et à garder une trace de ceux qui ont visité son site. L'apprentissage profond arrive pour faciliter l'expansion du commerce électronique. Les ventes en ligne sont stimulées par les tendances technologiques telles que chatbots. D'une certaine manière, le deep learning redéfinit le commerce en ligne et on est qu'au balbutiement. Par conséquent, ceux qui l'adoptent auront plus d'avantages. Deep learning et réseau de neurones, biologiques ou artificiels, même combat. Avant de s'attaquer au fonctionnement précis des réseaux de neurones, on s'est dit qu'il serait intéressant de faire un parallèle avec le neurone biologique. Neurones biologiques, structure et rôle. Le système nerveux est composé de milliards de cellules. C'est un réseau de neurones biologiques. En effet, les neurones ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils établissent entre eux des liaisons et forment des réseaux plus ou moins complexes. Le neurone biologique est composé de trois principales parties. Le corps cellulaire, composé de centres de contrôle traitant les informations reçues par les dendrites. 2. Les dendrites sont les principaux fils conducteurs par lesquels transite l'information venue de l'extérieur. Et 3. L'axone est fil conducteur qui conduit le signal de sortie du corps cellulaire vers d'autres neurones. Quant aux synapses, elles font en effet la liaison et elles font effet de liaison et de pondération entre neurones et permettent donc aux neurones de communiquer entre eux. Quel est le lien entre les neurones biologiques et les neurones artificiels? En résumé, les neurones biologiques disposent d'un centre de contrôle appelé cellule somatique, faisant la somme des informations recueillies par les dendrites. Ensuite, le centre de contrôle retourne un potentiel d'action en suivant les règles suivantes. Si la somme en entrée ne dépasse pas le seuil d'excitation, pas de message nerveux via l'axone. Si la somme en entrée dépasse le seuil d'excitation, un message nerveux est émis via l'axone. C'est l'idée, mais en réalité un peu plus compliqué.
Procédons à une comparaison simple des étapes principales de l'algorithme du perceptron avec les éléments constitutifs des neurones biologiques. Ce choix d'algorithme se justifie car il se rapproche au mieux du fonctionnement de neurones biologiques. 1. Les synapses dendrites, pondération de chaque élément en entrée 8 si. 2. Corps cellulaire. Application d'une fonction d'activation f à la somme des entrées pondérées. 3. Axone sorti de notre modèle. Le vocabulaire spécifique à cet algorithme est le suivant. 1. Le vecteur W porte le nom du vecteur de poids qui s'ajuste lors de l'entraînement. 2. Le vecteur X porte le nom de vecteur d'entrée. F porte le nom de fonction d'activation. Pour la plupart des fonctions d'activation, la perspection consiste à trouver l'hyperplan séparateur défini par W entre nos deux cases. L'algorithme de perceptron simple n'est pas utilisé en pratique puisque d'autres algorithmes comme le support vector machine sont bien plus performants. De même, les neurones biologiques ne sont pas utilisés individuellement. Ils sont généralement reliés à d'autres neurones. L'intérêt de l'algorithme du perceptron vient d'une technique démontrée en 1989 par George Sibenko qui consiste à lier et empiler des couches de perceptrons pour apporter une plus grande complexité. Un algorithme de ce type s'appelle perceptron multicouche. Multiplier perceptron en anglais. Multilayer perceptron en anglais. Souvent abrégé par l'acronyme MLP. Dans la figure précédente, le modèle consiste à classifier en 10 classes des images de chiffres manuscrits. Les carrés verts sont des entrées de notre modèle, les perceptrons sont représentés par des ronds gris et des liaisons qui sont représentées par les flèches. En général, la dernière couche de notre modèle permet de mettre en forme le résultat souhaité. Ici, nous avons un problème de classification. Nous recherchons alors à prédire la probabilité de chaque classe. Chiffre 0, chiffre 1. C'est pour cette raison que la dernière couche possède 10 neurones puisqu'il y a 10 classes et une fonction d'activation softmax permettant de retourner une probabilité. C'est beaucoup plus libre pour les autres couches de modèles et surtout, c'est très important que les fonctions d'activation de perceptron soient non linéaires pour complexifier son modèle. En pratique, les fonctions d'activation TAN et ReLU sont les plus utilisées. Comme dans les Lego, c'est un data scientist qui choisit l'architecture de son modèle. Il existe des architectures plus performantes que d'autres, mais il n'y a pas vraiment de règles mathématiques derrière. C'est l'expérience qui prime sur le choix des structures de modèles. Bon, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Oui, c'est la première fois que je fais ça. Et j'espère que vous avez vraiment aimé quoi. Bon, à plus pour une nouvelle vidéo.